Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Pascal Smet, ministre bruxellois de la mobilité. On parlera de la semaine de la mobilité dans quelques instants, mais d'abord demain la manifestation des taximens. C'est une manifestation européenne, pas une manifestation bruxelloise. Est-ce qu'on craint des débordements? J'espère pas. J'espère que ça passe en toute tranquillité. Chacune a évidemment le droit de manifester, mais il faut aussi, je trouve, respecter les autres utilisateurs de la ville. Ouais. On sait qu'il y a eu des débordements dans les pays voisins, notamment en France. Il y a eu des voitures incendiées. On sait qu'il y aura des Français qui viendront demain, peut-être des Espagnols, des Anglais, ça c'est un petit peu moins sûr. Ça veut dire que c'est le même malaise dans toute l'Union européenne pour le secteur? Mais je crois que le secteur taxi, partout, est un peu en difficulté. Et pourtant, c'est très dommage, puisque moi, je suis convaincu que le taxi doit être un moyen de transport, de déplacement complémentaire en transport en commun, puisqu'on peut pas, on n'a pas l'argent de faire partout le transport en commun très bien développé. Il faut un complément. Et pour moi, c'est le secteur de taxi qui doit avoir des avantages, qui doit être soutenu. Et ça, c'est aussi tout à fait le but de notre plan. Maintenant, on termine, on va faire travailler sur un plan taxi. On a le gouvernement bruxellois qui a approuvé en février un plan. Jusque le recès, jusque les vacances, on a rencontré très régulièrement le secteur taxi. Maintenant, dans les semaines qui viennent, j'espère que le gouvernement bruxellois peuvent se pencher définitivement sur un plan de personnes, de transport de personnes rémunérées global. Ouais. Mais ce plan, la première version, a provoqué une certaine crispation justement du secteur. Est-ce qu'il est amendé? Est-ce qu'on a introduit des amendements? Est-ce que vous avez entendu les remarques des chauffeurs, notamment sur Uber? On va en parler dans un instant. Mais j'ai toujours dit qu'il y a un dialogue, et moi je suis ouvert au dialogue, et je ne trouve pas qu'on doit nous suivre tout le temps 100%. On a le dialogue, et quand les gens raisonnables dialoguent, on adapte, et on est prêt d'améliorer la note. Les taximens reprochent à votre note de trop faciliter le travail d'Uber. Est-ce que vous avez fermé un peu le robinet? Mais je ne vais pas entrer dans les détails où on va. Je peux simplement confirmer qu'on travaille à un cadre global pour le secteur du transport rémunéré des personnes. Et sur base de ça, on va voir dans la semaine qui vient. Ça veut dire qu'il y a une place pour Uber quand vous employez l'expression transport rémunéré de personnes? On travaille en cadre global qui exclut la concurrence déloyale, qu'il y a un respect pour les lois sociales fiscaux dans les conditions égales pour tout le monde. Et pour le reste, on attend le plan. Est-ce que c'est vrai que vous avez rencontré un des patrons d'Uber discrètement dans un hôtel bruxellois au petit déjeuner il y a quelques jours? Ce n'était pas tout discrète. C'est le grand patron de Uber qui était à Bruxelles pour voir la Commission européenne. Il séjournait dans un hôtel juste à côté de la Grande Place. C'était 7h30 le matin. Moi, j'avais un autre rendez-vous à 8h30. C'est sur mon chemin. C'est des chauffeurs de taxi qui vous ont vu, mais écoute, on a mangé dans le restaurant Bocconi, qui fait partie du hôtel, où il sert le petit déjeuner. Et pour être complet, moi, j'ai bu un café, j'ai mangé un muesli avec yogourt. Et ce qui nous intéresse plus, c'est de savoir de quoi vous avez parlé. Vous avez parlé de quoi? Mais on était devant la fenêtre et moi, j'ai expliqué clairement la réglementation en Europe, ce qui était très important pour nous. On a parlé de la politique aussi, puisque David Plouffe était l'homme confident de Barack Obama. Ce n'est pas n'importe qui, c'est l'homme qui a fait gagner Barack Obama. C'était après l'élection 2008. Pendant beaucoup des années, il était le conseiller personnel et stratégique d'Obama. Quand quelqu'un comme ça demande de vous voir en tant que ministre, homme politique responsable, je dois voir tout le monde et je ne peux pas refuser de le voir. Et ça, on a fait en toute transparence le matin dans une salle où on sert le petit déjeuner à 7h30 et c'était pour son agenda et mon agenda le seul moment qui était possible. Et alors, il n'y a rien à cacher. Ce que vous reprochent les taximens, c'est de dire oui, en Belgique, Smet, il va manger avec le patron d'Uber. Alors qu'en France, les représentants locaux d'Uber, on les met en garde à vue parce qu'ils ne respectent pas les lois sociales et il y a 2 poids 2 mesures. Mais écoute, je rappelle que moi a déposé plainte, c'est moi qui ai déposé plainte pénale, c'est moi qui ai réinstauré les contrôles. Mais le gouvernement bruxellois m'a demandé de parler avec tous les acteurs. On ne peut pas nier qu'il y a une présence de Uber dans ce pays. Le grand patron est ici, ça me permet d'expliquer très clairement et très directement la position du gouvernement bruxellois à lui. Alors, la jurisprudence avance. On sait maintenant que les chauffeurs d'Uber sont considérés comme des indépendants, qui doivent donc déclarer a priori des taxes et qui vont devoir cotiser comme des indépendants. Est-ce qu'on va continuer à saisir des voitures? Il y a eu des saisies, on en a beaucoup parlé il y a 1 an, puis ça s'est cassé, ça s'est tassé. Est-ce qu'on relance les saisies de voitures? Est-ce qu'on contrôle? Mais on a continué continué de le faire. C'est pas toujours facile puisqu'ils adaptent leur méthode, mais si je ne me trompe pas, il y a quelques jours, il y a encore une saisie qui a été faite. Alors par conséquent, c'est en cours et on ne va pas arrêter ça. Ouais.
Et donc, Mais maintenant, on travaille au plan global et pour le moment, et à l'heure actuelle, Uber est illégal à Bruxelles. donc c'est ça, et vous l'avez dit Uber au patron, est illégal. Oui, j'ai clairement au dit patron ça. d'Uber. Ok. Ouais. Plan stationnement, on va rester sur la route. Il y a eu une petite friction avec les communes. Est-ce que ce plan avance ou est-ce qu'il est toujours un petit peu compliqué à mettre en place? Mais ça avance. Hein. Allez, je n'ai pas bien compris qu'on fait les frictions. Oui, on avait une réunion et bon, vous savez comment ça passe dans les réunions. Parfois, il faut un peu marquer les points, hein, surtout à Est-ce que les communes sont prêtes à abandonner une on va série dans de le leurs bon sens, prérogatives c'est pour que ce soit la constructif. région qui gère le plan stationnement? Mais c'est déjà dans l'ordonnance, c'est dedans. Oui, après, il faut se concerter. Je le fais. Et moi, je veux qu'aller le plus, pas seulement moi, le gouvernement bruxellois, qu'on veut un stationnement qui est harmonisé à Bruxelles, qui est lisible et compréhensible pour le Bruxellois. Ouais. Évidemment, ça, c'est ce que certains bourgmestres, Olivier Minguin notamment, vous en reprochez, c'est de dire oui, mais attendez, quand vous faites des plans, le maillage avec les zones, vous coupez des quartiers en deux et ça ne va pas, c'est le bourgmestre qui doit savoir. Non, il y a malentendu. Mais bon, il y a des règles et on peut difficilement expliquer à un Bruxellois quand il y a une rue. Ils peuvent se garer à un côté de rue puisque c'est sa commune, et l'autre côté de la rue, ils ne peuvent pas se garer puisque c'est une autre commune. Quand tu racontes ça à n'importe quel autre responsable au monde, ils pensent que c'est une blague belge, ça. Mais c'est la réalité bruxelloise. Alors, tous ces genres de choses, on doit arrêter avec ça. On doit avancer avec un plan stationnement où les communes vont rejouer un rôle très important, j'ai aucun problème avec ça, mais dans un sens harmonisé, lisible et compréhensible pour tout le monde, où on traite les mêmes situations au même niveau. Et évidemment, art n'est pas la même chose que la zone autour de la Grand Place, par exemple. Il faut différencier, et ça c'est prévu. C'est pour ça qu'on va adapter l'ordonnance, on va refaire un autre arrêté. Dans les semaines qui viennent, le gouvernement bruxellois va l'adapter définitivement. Et concrètement, pour monsieur et madame tout le monde, quand est-ce que les Bruxellois reçoivent leur fameuse carte de stationnement régionale et qu'on arrête de se rendre chacun à la commune? Oui, mais qui délivre la carte si c'est régional ou communal? Les gens s'en fichent. Et franchement, moi j'en fiche aussi. Moi, je veux qu'il y ait une réglementation qui est cohérente et compréhensible pour le Bruxellois et de plus en plus digitale. On peut même le lier à des plaques d'immatriculation, par exemple. Et concrètement, ce sera pour il ne faut pas embêter les gens. Moi, je pense que 17, 18, on doit... 2017, 2018. Oui, on doit quand même avoir l'effet là-dessus. Alors, c'est la semaine de la mobilité. D'abord, la journée sans voiture, ce sera dimanche. Ouais. Quel événement? Pourquoi est-ce qu'on a réduit les horaires? Il y a une demande de tester ça par des bourgmestres, une demi-heure. Ils voulaient commencer une demi-heure plus tard. Moi, je n'étais pas trop demandeur pour ça. Mais donc, ce sera 9h30 à la place de 9h. Oui, 9h30 jusqu'à 7h. Certains bourgmestres ont voulu, l'autre n'était pas pour. Finalement, on dit, allez, on va l'essayer une fois cette année que ça donne. Si ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on doit retourner vers 9h. Ouais. Mais ça, c'est l'essentiel. L'essentiel est qu'il y a toute une journée sans voiture, avec plein d'activités où les gens peuvent se libérer. Est-ce qu'elle sert encore de moment d'éducation ou de sensibilisation, cette journée sans voiture, ou est-ce que c'est maintenant purement un événement festif où on se dit tiens, on va pouvoir faire du vélo dans Bruxelles, on fait la fête et on ne pense pas trop à la mobilité le reste de l'année? Est-ce que c'est encore une vertu pédagogique? Oui, encore. Mais c'est vrai, c'est devenu un événement à laquelle les gens veulent participer chaque année, des Bruxellois, des non-Bruxellois. C'est vrai, un événement, mais il y a quand même encore des facets pédagogiques. Il y a le village champêtre, il y a le village biomobilité, il y a plein d'activités qui sont organisées. Cette année, avec une nouveauté, on va faire pour la première fois un tunnel party, puisque chaque année, on voit que les Bruxellois veulent aller vers les tunnels. Pour des raisons de sécurité, ce n'est pas toujours facile. Mais aujourd'hui, Porte-Namur, dimanche, Porte-Namur, on va organiser un grand party pendant toute l'après-midi. Donc on pourra danser sous le tunnel. Oui, pour faire la fête dans le tunnel, ça attire les gens. Et je trouve on doit le faire. Ouais. On est dans la semaine de la mobilité. Est-ce que la mobilité, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'animations par l'intermédiaire des entreprises, où on fait la sensibilisation des entreprises sur les différents modes de déplacement. Ça veut dire que c'est là que l'accent doit être porté pour les pouvoirs publics? Oui, mais je crois que le grand problème, on voit ça chaque été. Il y a des congés, il n'y a plus de problème de mobilité à Bruxelles, puisqu'autour de moins de 20% de voitures. La raison pour laquelle on a des problèmes dans les heures de pointe, c'est que beaucoup des nafteurs prennent leur voiture individuellement. Ils arrivent individuellement dans leur voiture. S'ils déjà partagent la voiture, ou ceux qui n'habitent pas loin de Bruxelles prennent le vélo quand ils sont en bonne condition,
on peut résoudre beaucoup de problèmes. Et tous ceux et celles qui ont vraiment besoin de la voiture vont avoir la fluidité. Parce que moi, je ne suis pas contre la voiture. C'est simplement de faire le bon choix pour être le plus rapidement sur place. Et je crois franchement qu'on a un travail à faire là-bas et utiliser aussi la digitalisation de la société pour rendre le covoiturage beaucoup plus efficace. Il y aura un tram un jour, Chaussée d'Ixelles? J'en sais rien. On analyse encore la situation. Vous n'en savez toujours rien. Vous n'en savez toujours rien. Mais je n'ai pas encore pris ma décision définitive et je dois encore le soumettre au gouvernement et d'abord consulter la commune d'Ixelles. Mais évidemment, on avance. On a bien écouté les Ixellois, le non-Ixellois. On a étudié toutes les alternatives. Maintenant, on est en train de finaliser la note et j'espère dans quelques semaines, on peut aller vers la population ixelloise pour expliquer ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais pour moi, une chose est sûre, la solution qu'on va choisir, ça va être pour augmenter la qualité de vie dans la ville. Et ça veut dire aller plus rapidement du centre-ville à Flagey pour ceux qui le veulent? Mais oui, il faut de toute façon une mobilité qui est mieux qu'aujourd'hui. Ça, c'est la moindre des choses. On ne saura pas si c'est un tram ou pas un tram. Mais ou un trolleybus. Je n'ai pas encore décidé. Il y a plusieurs possibilités. Ou un tram qui passe par l'avenue de la Couronne. Les gens ont donné beaucoup de solutions. Je les ai examinées tous. Et on prépare maintenant les notes et on va voir si c'est cohérent. Et sur base de ça, je vais aller au gouvernement. Alors, le train S de la SNCB, est-ce que c'est vraiment le RER que vous attendiez? Bon, le RER est devenu le réseau éternellement retardé. Alors, je comprends que la SNCB veut changer de nom, le S-Bahn. Alors, le S-Bahn, c'est conceptuellement en soi, c'est le nom, c'est pas l'essentiel. Je trouve c'est bien qu'il y ait une marque. C'est moi, Rudy Vervoort, on a demandé clairement à la SNCB d'avoir une marque de cette réseau ferroviaire. Donc, S pour réseau suburbain. Ouais. Oui, c'est ça, suburbain. Ça, c'est bon. Mais maintenant, le vrai test va arriver. Il faut des trains qui roulent et qui arrêtent à Bruxelles à la fin de l'année. Il y a deux axes supplémentaires, Germoire, Tour et Taxi. Madame Galland a promis avec la SNCB pour 17 une augmentation très impressionnante. Alors, j'entends 17. On a dit, nous, Bruxelles est prêt pour engager avec vous un dialogue constructif. Entre-temps, on l'a fait. Ça étant dit, je regrette un peu que la SNCB, comme une vieille grande dame, a fait tout ça seule. On a travaillé bien ensemble dans la préparation, mais la présentation, c'est elle. Ce n'est pas la manière de travailler. Si on veut résoudre le problème de mobilité à Bruxelles, la SNCB, la STIP, Tech, de l'Aisne, le gouvernement bruxellois, tout le monde doit travailler ensemble. On annonce une quinzaine de trains supplémentaires. Est-ce que ça suffit? Évidemment pas. D'accord. C'est qu'un petit début. Il faudra poursuivre l'effort. Évidemment. Ouais. Et ça ne suffit pas d'ouvrir 2 gares supplémentaires. Il faut beaucoup plus de gares. Mais on continue d'avoir le dialogue constructif. Ça mène maintenant à une marque claire. On n'a pas d'accord sur tout. Le symbole peut être peut-être un peu plus fort aussi. Mais bon, en tant que tel, il faut placer cette réseau dans la map. Et en plus, il faut intégrer le réseau STIP, métro, avec les réseaux ferroviaires, puisque les deux sont ferroviaires lourdes. Alors, est-ce qu'avec la SNCB, le dialogue passe bien sur le schéma directeur, l'aménagement du quartier de la gare du Midi? Mais Rudy Vervoort a vu Madame Galland. Ouais. Et, pour ceux qui ont raté l'épisode, la SNCB a refusé le schéma directeur, ce qui bloque un petit peu l'aménagement du quartier. Oui, je crois qu'on doit finalement... Combien d'années maintenant? 10 ans, 15 ans, on part de ce quartier de Midi. Quand tu prends un train à Paris-Nord, tu prends un train à Londres-Saint-Pancras, tu arrives à Bruxelles, on pense qu'on est dans un pays de tiers-monde. On doit être très clairement. Tout ce qui est autour de la gare de Midi est catastrophique. La gare même, la gare la plus importante, la plus fréquentée de Belgique, la plus internationale de la Belgique et la plus moche de la Belgique et le moins entretenue. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc ça la SNCB doit dire oui au schéma directeur? Oui, ça reste en défaut. Et moi, je vais proposer ensemble avec Rudy Vervoort qui, dans les mois qui viennent, on ne voit pas des avancées, de commencer vraiment d'agir, puisqu'il ne s'agit pas seulement de l'image de Bruxelles, il s'agit de l'image de la Belgique en complet. C'est la gare même qu'il faut rénover, il faut une nouvelle gare, c'est les environnements qu'il faut... Si la SNCB ne veut pas, comment on fait? Mais on doit les forcer. On peut aller vers le comité de concertation, puis il y a des trucs pour dire, écoute, ça suffit. On fait partout en Belgique des gares. Partout. Je ne suis rien contre. On fait à Anvers, on a fait en Ostende, on a fait en plein autres endroits, à Liège. Et à Bruxelles, encore une fois, la capitale, avec la gare la plus importante, elle est la plus moche de tous. Allez, il faut expliquer ça à quelqu'un raisonnable. Moi, j'ai ras-le-bol avec ça. Je trouve que le chemin de fer doit maintenant investir dans la zone autour de la gare de Midi, et ça veut dire aussi dans la gare elle-même. Évidemment, le gouvernement bruxellois doit collaborer avec eux constructivement, ensemble, pour décider finalement. Merci Pascal Smet, je vous en prie d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain à 12h45 en direct et en soirée pour les rediffusions demain.